Le livre de sable. Un recueil de nouvelles de Jorge Luis Borges. Texte lu et sonorisé par Eric Hansen. Aujourd'hui, le Congrès. Ceci veut être l'histoire générale du Congrès du monde, et non l'histoire d'Alexandre Ferry, la mienne. Mais la première englobe la seconde, comme elle englobe toutes les autres. Béatrice était grande et svelte. Elle avait des traits réguliers, et une chevelure rousse qui aurait pu, mais ce ne fut jamais le cas, me rappelait celle de Toyol l'Oblique. Elle n'avait pas encore 20 ans. Elle avait quitté l'un des comtés du Nord pour faire ses études littéraires à l'université. Elle était comme moi d'origine modeste. Être de souche malienne était encore déshonorant à Buenos Aires. À Londres, je découvris que cela avait, aux yeux de bien des gens, un côté romantique. Quelques après-midi suffirent pour que nous soyons amants. Je lui demandai de m'épouser, mais Béatrice Frost, comme Nora Ehrfjord, était une adepte de la religion prêchée par Ibsen, et elle ne voulait s'attacher à personne. C'est elle qui prononça la première les mots que je n'osais pas dire. Ô nuit, ô tiède ténèbres partagées, ô l'amour qui répand ses flots dans l'ombre comme un fleuve secret, ô ce moment d'ivresse où chacun est l'un et l'autre à la fois, ô l'innocence et la candeur de l'extase, ô l'union, où nous nous perdions pour nous perdre ensuite dans le sommeil, ô les premières lueurs du jour, et moi la contemplant. À l'âpre frontière du Brésil, j'avais été en proie au mal du pays. Il n'en alla pas de même dans le rouge labyrinthe de Londres qui me donna tant de choses. Malgré tous les prétextes que j'inventais pour retarder mon départ, il me fallait rentrer à la fin de l'année. Nous passâmes Noël ensemble. Je promis à Béatrice que Don Alejandro l'inviterait à faire partie du congrès. Elle me répondit d'une façon vague qu'elle aimerait visiter l'hémisphère austral et qu'un de ses cousins dentistes était établi en Tasmanie. Elle ne voulut pas voir le bateau. Les adieux, à son avis, étaient de l'emphase. Nous nous dîmes adieu dans la bibliothèque où nous nous étions rencontrés l'autre hiver. Je suis un homme qui manque de courage. Je ne lui donnai pas mon adresse pour m'éviter l'angoisse d'attendre des lettres. J'ai remarqué que les voyages sont moins longs au retour qu'à l'aller, mais cette traversée de l'Atlantique, lourde de souvenirs et de soucis, me parut interminable. Rien ne me faisait souffrir comme de penser que parallèlement à ma vie, Béatrice allait vivre la sienne, minute par minute et nuit après nuit. Je lui écrivis une lettre de plusieurs pages que je déchirai au départ de Montevideo. Je revins dans mon pays un jeudi. Irala m'attendait sur le quai. Je réintégrai mon ancien logement rue du Chili. Nous passâmes la journée et celle du lendemain à bavarder et à nous promener. Il me fallait retrouver Buenos Aires. Ce fut pour moi un soulagement d'apprendre que Fermín Eguren était toujours à Paris. Le fait d'être rentré avant lui ferait paraître mon absence moins longue. Irala était découragée. Fermín dilapidait en Europe des sommes exorbitantes et n'avait tenu aucun compte de l'ordre qui lui avait été donné à plusieurs reprises de rentrer immédiatement. On aurait pu le prévoir. D'autres nouvelles m'inquiétèrent davantage. Toyerl, malgré l'opposition d'Irala et de Cruz, avait invoqué Pline le Jeune, selon lequel il n'y a aucun livre, si mauvais soit-il, qui ne renferme quelque chose de bon. Et il avait proposé l'achat sans discrimination de collections de la prensa, de 3400 exemplaires de Don Quichotte, en divers formats, de la correspondance de Balmès,
de thèses universitaires, de livres de contes, de bulletins et de programmes de théâtre. Tout est témoignage, avait-il dit. Nierenstein l'avait soutenu. Don Alejandro, après 3 samedis orageux, avait approuvé la motion. Nora Airfjord avait démissionné de son poste de secrétaire. Elle était remplacée par un nouveau sociétaire, Karlinski, qui était l'homme de Twyerl. D'énormes paquets s'accumulaient maintenant sans catalogue ni fichier dans les pièces du fond et dans la cave de la vaste maison de Don Alejandro. Au début de juillet, Irala avait passé 1 semaine à la Calédonia. Les maçons avaient interrompu leurs travaux. Le contremaître interrogé avait expliqué que le patron en avait décidé ainsi et que le temps, de toute façon, avait des jours à revendre. À Londres, j'avais rédigé un rapport qu'il est inutile de mentionner ici. Le vendredi, j'allais saluer Don Alejandro pour lui remettre mon texte. Fernandez Irala m'accompagnait. Le soir tombait et le vent de la pampa entrait dans la maison. Une charrette tirée par 3 chevaux stationnait devant le portail de la rue Alsina. Je revois des hommes ployant sous le fardeau qu'ils déchargeaient dans la cour du fond. Twyerl, impérieux, leur donnait des ordres. Il y avait là aussi présents, comme s'ils avaient été avertis par un pressentiment, Nora Airfjord, Nierenstein, Cruz, Don Alvren et quelques autres. Nora me serra contre elle et m'embrassa. Cette étreinte me rappela d'autres. Le noir, débonnaire et heureux, me baisa la main. Dans l'une des pièces était ouverte la trappe carrée, donnant accès à la cave. Des marches de briques se perdaient dans l'ombre. Soudain, nous entendîmes des pas. Je sus, avant de le voir, que c'était Don Alejandro qui entrait. Il arriva presque comme en courant. Sa voix était changée. Ce n'était plus celle de l'homme pondéré qui présidait nos séances du samedi, ni celle du maître féodal qui mettait fin à un duel au couteau et qui prêchait à ses gauchos la parole de Dieu, mais elle faisait un peu penser à cette dernière. Sans regarder personne, il ordonna qu'on sorte tout ce qui est entassé là-dessous, qu'il ne reste plus un seul livre dans la cave. Cela nous prit presque 1 heure. Dans la cour de terre battue, nous entassâmes des volumes jusqu'à en faire une pile qui dépassait les plus grands d'entre nous. Nous n'arrêtions pas nos allées et venues. Le seul qui ne bougea pas fut Don Alejandro. Puis vint l'ordre suivant. Maintenant, qu'on mette le feu à tout ce tas. Twyerl était livide. Nierenstein parvint à murmurer « Le Congrès du Monde ne peut pas se passer de ces auxiliaires précieux que j'ai sélectionnés avec tant d'amour. » « Le Congrès du Monde » dit Don Alejandro. Il eut un rire sarcastique, lui que je n'avais jamais entendu rire. Il y a un plaisir mystérieux dans le fait de détruire. Les flammes crépitèrent, resplendissantes, et nous nous rassemblâmes près des murs ou dans les chambres. Seule la nuit, les cendres et l'odeur de brûlé restèrent dans la cour. Je me souviens de quelques feuillets isolés qui furent épargnés par le feu et qui gisaient, blancs, sur le sol. Nora Airfjord, qui professait envers Don Alejandro cet amour qu'éprouvent facilement les jeunes femmes pour les hommes âgés, déclara sans comprendre « Don Alejandro sait ce qu'il fait ». Irala, toujours littéraire, ne manqua pas l'occasion de faire une phrase. « De temps à autre, dit-il, il faut brûler la bibliothèque d'Alexandrie. » Ce fut alors à Don Alejandro de nous faire cette révélation. J'ai mis 4 années à comprendre ce que je vous dis ici. La tâche que nous avons entreprise est si vaste qu'elle englobe, je le sais maintenant, le monde entier. Il ne s'agit pas d'un petit groupe de beaux parleurs pérorant sous les regards d'une propriété perdue. Le Congrès du Monde a commencé avec le premier instant du monde et continuera quand nous ne serons plus que poussière.
Il n'y a pas d'endroit où il ne siège. Le Congrès, c'est les livres que nous avons brûlés. Le Congrès, c'est les Calédoniens qui mirent en déroute les légions de César. Le Congrès, c'est Job sur son fumier et le Christ sur sa croix. Le Congrès, c'est ce garçon inutile qui dilapide ma fortune avec des prostituées. Ne pouvant me contenir davantage, je l'interrompis. Moi aussi, Don Alejandro, je suis coupable. J'avais terminé mon rapport que je vous apporte ici, et je me suis attardé en Angleterre à vos frais pour l'amour d'une femme. Don Alejandro reprit. Je m'en doutais, Ferry. Le Congrès, c'est mes taureaux. Le Congrès, c'est les taureaux que j'ai vendus et les hectares de terre que je n'ai plus. Une voix consternée s'éleva. C'était celle de Twyerl. Vous n'allez pas nous dire que vous avez vendu la Calédonia? Don Alejandro répondit lentement. Si, je l'ai vendue. Je n'ai plus désormais qu'un pouce de terrain, mais ma ruine ne m'affecte pas, car maintenant je comprends. Il se peut que nous ne le revoyions plus, car le Congrès n'a pas besoin de nous. Mais en cette dernière soirée, nous allons tous aller le contempler. Il était grisé par la victoire. Sa fermeté d'âme et sa foi nous gagnèrent. Personne à aucun moment ne pensa qu'il pût être fou. Nous prîmes sur la place une voiture découverte. Je m'installai près du cocher et Don Alejandro ordonna. « Nous allons parcourir la ville, patron. Menez-nous, vous voudrez. » Le noir, debout sur son marchepied, ne cessait de sourire. Je ne saurais jamais s'il comprit quelque chose à tout cela. Les mots sont des symboles qui postulent une mémoire partagée. Celle que je cherche ici, à enjoliver, n'est que la mienne. Ceux qui partagèrent mes souvenirs sont morts. Les mystiques invoquent une rose, un baiser, un oiseau qui est tous les oiseaux, un soleil qui est à la fois toutes les étoiles et le soleil, une cruche de vin, un jardin ou l'acte sexuel. Aucune de ces métaphores ne peut m'aider à évoquer cette longue nuit de jubilation qui nous mena, épuisés et heureux, jusqu'aux abords de l'aube. Nous parlâmes à peine, tandis que les roues et les sabots résonnaient sur le pavé. Avant l'aube, près d'une eau obscure et humble, qui était peut-être le Maldonado ou peut-être le Riachuelo, la voix forte de Nora Airfjord entonna la ballade de Patrick Spence, et Don Alejandro en reprenait de temps à autre un vers qu'il chantait faux en sourdine. Les paroles anglaises ne ressuscitèrent pas pour moi l'image de Béatrice. Dans mon dos, j'entendis Twyerl murmurer « J'ai voulu faire le mal, et je fais le bien. » Certains détails subsistent de ce que nous entrevîmes, l'enceinte rougeâtre de la Ricoletta, les murs jaunes de la prison, deux hommes dansant ensemble à un coin de rue, une cour dallée de blanc et noir, fermée par une grille, les barrières du chemin de fer, ma maison, un marché, la nuit insondable et humide, mais aucune de ces impressions fugitives, qui peut-être furent autres, n'a d'importance. Ce qui importe, c'est d'avoir senti que notre plan, dont nous avions souri plus d'une fois, existait réellement et secrètement, et qu'il était l'univers tout entier et nous-mêmes. Sans grand espoir, j'ai cherché ma vie durant à retrouver la saveur de cette nuit-là. J'ai cru parfois y parvenir, à travers la musique, l'amour, la mémoire incertaine, mais elle ne m'a jamais été rendue, si ce n'est un beau matin, en rêve. Quand nous jurâmes de ne rien révéler à qui que ce soit, nous étions à l'aube du samedi. Je ne les revis plus, sauf Irala. Nous ne parlâmes jamais de cette histoire. Le moindre mot de notre part eût été sacrilège. En 1914, Don Alejandro Glencoe mourut et fut enterré à Montevideo. Irala était mort une année avant. Je croisai Nierenstein un jour rue de Lima, et nous fîmes semblant de ne pas nous voir.